La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en Merci direct et en studio. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira en kiosque demain. Peut-être un mot sur la une, Alexis ? Oui, alors on va la faire porter sur les débats relatifs à la conscription, notamment des Haredim et puis en Israël. Exactement, c'est un vaste débat de cette semaine. Vous voyez, donc c'est autour de ces questions-là que nous allons creuser, ce qui est l'occasion d'ailleurs de revisiter une longue tradition qui est celle du sionisme religieux, lui beaucoup plus impliqué en revanche dans la participation à l'effort de guerre existentielle. Et ça sera en kiosque dès demain. Rappelons qu'on peut s'abonner, qu'il faut s'abonner à Actualité Juive pour suivre et comprendre l'actualité israélienne notamment. Alexis, on s'intéresse avec vous, une fois n'est pas coutume, cet après-midi à la politique internationale en ce 1000e jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Hier soir, Emmanuel Macron a apporté son soutien à la décision de l'administration Biden d'autoriser l'armée ukrainienne à utiliser des missiles américains de longue portée contre le territoire russe. À 2 mois de l'entrée en fonction de Donald Trump, Alexis, est-ce qu'un axe Biden-Macron est en train de se dessiner, de se redessiner pour éviter que l'Ukraine ne s'écroule et n'arrive trop fragilisée lors d'éventuelles négociations avec Moscou? Alors, je vais vous faire une réponse qui n'est pas de Normand, probablement. Mais justement, il faut qu'on voit sur la longue durée. En réalité, depuis maintenant près de 3 ans, c'est-à-dire l'entrée en guerre violentissime de Poutine, voilà, avec tous les aspects dictatoriaux et illibéraux que comporte son régime contre l'Ukraine, en réalité, cet axe, en dépit parfois de divergences stratégiques ponctuelles, ne s'est jamais démenti. Macron incarnant un pôle, j'allais dire, de modération, peut-être par rapport à d'autres capitales européennes. On pense notamment à Varsovie ou à Londres. Mais en réalité, sur la longue durée, le président de la République française, dont on peut par ailleurs critiquer les orientations globales de la politique, ne s'est jamais véritablement démarqué de Biden sur le dossier russe. Par parenthèse, je le dis au passage, il ne s'est jamais véritablement non plus démarqué de Biden en réalité sur la ligne, vous savez ce que je vais dire, sur la ligne relative au conflit entre Israël et les proxys terroristes de l'Iran. En réalité, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a eu des incartades langagières, mais sur même le s'il fond, a critiqué le soutien militaire américain ces derniers mois. Bien évidemment, mais sur le fond de la stratégie, en réalité, ce n'est pas le sujet de notre chronique, mais Joe Biden comme Emmanuel Macron n'ont cessé chacun dans leur registre et chacun avec leurs moyens rhétoriques, discursifs, communicationnels, de poursuivre le même objectif, défendre la sécurité d'Israël, mais paver la voie à ce qui sera peut-être, dans un deuxième temps, l'option politique ou le moment politique. Alors revenons à nos moutons. Justement, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait appliquer la même décision aux armes qui sont envoyées à l'Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens pourraient être autorisés à utiliser des missiles français vers le territoire russe? Si on prend au pied de la lettre les déclarations d'Emmanuel Macron accompagnant la décision de Joe Biden, qui est un peu, on va le commenter par rapport à Trump, qui est un peu une manière de marquer son territoire avant de céder son bureau ovale, de ranger les dossiers et d'y laisser entrer son concurrent. Voilà ce que dit le président français. C'est sur la ligne de Biden, dans la ligne démocrate américaine. C'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit. Et il ajoute, alors là, on retrouve le Macron, si vous m'autorisez l'expression, géostratège, pour lequel je n'ai nulle adulation, mais nul mépris non plus. Vous voyez, il faut être équitable dans le commentaire. Il ne mérite pas notre commisération. Ce n'est pas un imbécile. La seule puissance qui fait une escalade dans ce conflit aujourd'hui, c'est la Russie, en engageant à ses côtés la Corée du Nord, qui est, on le sait, une puissance très agressive, engagée sur un programme nucléaire avec des missiles de très longue portée. La phrase n'est pas très jolie, il redit 2 fois engagé, mais enfin, on sent l'idée. L'idée, c'est qu'il y a un axe du mal de plus en plus maléfique, avec la Russie, la Chine probablement derrière, même si elle a des intérêts divergents, et évidemment, laissez-moi finir ma phrase, et une puissance terroriste comme Pyongyang. Oui, je vous en prie. Même si la Chine, vraisemblablement, s'inquiète aussi de la présence de soldats nord-coréens, de la participation de la Corée du Nord à ce conflit-là. À l'évidence. Alors, justement, là, on a montré en quoi, contrairement à beaucoup de commentateurs qu'on avait entendus pendant des mois, voire des années, il n'y a pas de divergence si fondamentale sur ces dossiers clés, j'allais dire, pour l'avenir du monde, de ces équilibres internationaux et aussi de ce qu'on appelle la paix dans le monde, tout simplement. Il n'y a pas, cher Steve, de différence clé entre l'administration de Washington et le gouvernement français et son président. Voilà, en réalité. Maintenant, pourquoi maintenant?
1000 jours, vous avez raison, c'est un anniversaire symbolique. On va bientôt vers les 3 ans, le 22 février 2025. Donc ça commence à durer. Il n'y a pas d'issue véritable. D'ailleurs, Alain Boer, à notre micro l'an dernier, le criminologue, le disait si justement, si on fait rien, c'est une guerre qui peut durer 50 ans. 50 ans. C'est ce que pensent d'autres géostratèges que vous recevez dans votre excellente émission Géopolitique. Le MAG, j'en profite pour faire de la pub. Pour jeudi soir, 21h. Maintenant, merci, pourquoi Alexis. ils font ça maintenant? Évidemment, vous avez compris. Nous aurons, avec Trump, une présidence qui aura sans doute ses qualités, qui va miser sur la haute technologie avec Musk, etc., pour contrer la Chine sur son propre terrain, celui du transhumanisme. Trump qui a promis de régler cette crise en 24 heures. Voilà. Mais par Son arrivée ailleurs, au pouvoir. voilà. Mais par ailleurs, nous avons un fort à bras, un fier à bras, comme on dit, qui joue les hommes forts. Et je suis un deal maker. J'y vais, je fonce et je vais mettre tout le monde d'accord. On verra. Mais en tout cas, c'est une manière de le prendre de vitesse. C'est-à-dire de dire, écoutez, il fait le malin, on verra bien ce qu'il sait faire entre Zelensky et Vladimir Poutine. Nous, par avance, c'est le message implicite en réalité que font passer Joe Biden et Emmanuel Macron, nous, par avance, nous pensons que le deal futur que l'administration Trump va vouloir passer, laissez-moi finir ma phrase, vous allez comprendre, risque de se faire de facto au détriment du plus faible des deux protagonistes, qui est, qu'on le veuille ou non, même s'il est monitoré par les Américains, qui est le plus faible des deux protagonistes. Bernard-Henri Lévy le rappelle à juste titre très souvent, et il a évidemment raison, c'est l'Ukraine démocratique de Zelensky, avec tous les défauts par ailleurs qu'on lui connaît. Et donc, effectivement, de la part de Biden et de Macron, c'est une façon d'afficher, je vais le dire avec mes mots, une ligne géostratégique anti-réaliste et même aussi anti-isolationniste. Pourquoi je vous dis isolationniste? C'est pas par hasard, c'est qu'on se prépare à partir de janvier à une présidence américaine qui, sur beaucoup de dossiers, sera deal-maker froid, mais aussi on jette les clés, on règle les problèmes, on jette les clés et on se retire sur notre île continent. Si c'est ça l'isolationnisme. Même si on peut imaginer, Alexis, que Donald Trump et son équipe feront certainement un bon usage de cette nouvelle carte qui a été apportée. Je vous ai pas dit le contraire. J'ai ajouté. Je voudrais vous faire réagir à des déclarations de l'entourage justement de Donald Trump qui se montre sceptique, voire parfois très critique de cette décision de Joe Biden. Prenons un exemple assez symptomatique, je crois. La réaction de Mike Valls, c'est le prochain conseiller à la sécurité nationale américain de Donald Trump. Il a indiqué sur Fox News que cette décision marquait une nouvelle étape dans l'escalade. Personne ne sait où cela va nous mener, a-t-il ajouté. Est-ce que pour vous, Alexis, Donald Trump est finalement une forme de catalyseur? De catalyseur de la désescalade, vous voulez dire? Pour les dirigeants européens et occidentaux, qui les conduit à prendre des décisions plus fortes. Vous avez absolument raison, évidemment. On revient à ce que nous avons dit dans une chronique de la semaine dernière. Au-delà de Macron, oublions Macron, il n'est pas le seul concerné. La plupart des dirigeants européens, Olaf Scholz, même si il va peut-être devoir céder la place, mais aussi bien évidemment d'autres dirigeants, les Italiens, Madame Meloni, les Polonais, ils commencent à réfléchir de plus en plus à ce que signifie la victoire de Trump. Vous voyez, je ne suis pas en train de le présenter comme un nouvel Hitler, ce serait absurde et un contresens total. En revanche, que signifie cette présidence? Elle signifie un défi existentiel lancé à l'Europe. Pourquoi? Pas parce que Trump va déclarer la guerre à l'Europe, évidemment que non. Mais en revanche, il ne fera aucun cadeau aux Européens. Et c'est ce qu'anticipe, avec beaucoup de prescience, la plupart des dirigeants européens. D'où le terme, si vous voulez, de mon raisonnement, puisque vous m'y amenez. Il y a de plus en plus d'effervescence autour de la constitution nécessaire d'une Europe dite puissance. Vous voyez, c'est le terme historique de Pierre Moscovici, d'Hubert Védrine, l'Europe puissance. L'Europe puissance, c'est quoi? C'est une Europe qui est capable de porter elle-même le fardeau. Porter le fardeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas dépendre totalement des États-Unis, mais ça veut dire aussi, dans l'esprit de ses dirigeants, préserver ce qui peut l'être du fameux lien transatlantique. Pourquoi on a une insistance actuelle de nombreux dirigeants européens? Je termine. Une phrase, Alexis. Oui, cher Steve. Pourquoi on a une insistance actuelle de nombreux dirigeants européens sur l'OTAN? Mais c'est parce qu'ils savent bien que l'OTAN, c'est le pilier sur lequel ils vont, à terme, s'ils y parviennent, je ne suis pas en train de vous dire que c'est fait, pouvoir construire cette défense européenne autonome. Si nous allons dans le sens de ce que certains Trumpistes excités voudraient, c'est-à-dire le burden sharing qui consiste à ne plus du tout financer l'OTAN, eh bien, il n'y aura pas d'autonomisation du continent européen. Donc, vous voyez, l'Europe est de plus en plus le dos au mur et pour elle, on peut l'anticiper. Un des tests de vérité, ça va être sa capacité à peser sur le futur deal cynique trumpiste entre Zelensky et Poutine. Merci Alexis Lacroix, bon après-midi. À vous aussi.